Alors, débutons maintenant cette première partie, une partie sur 3. Première partie intitulée « Sociologie des mobilités et des migrations, virgule, la problématique ». Bon. Ou en tout cas, c'est ce que j'ai mis sur le plan, plutôt élément d'un panorama. Et je vais essayer, en 10 points, de brosser un panorama de ce domaine de recherche des sociologies, des mobilités et des migrations. Alors vous allez le voir, ces 10 points partent un petit peu dans tous les coins. Certains sont très rapides, très simples. D'autres seront beaucoup plus longs, un petit peu plus compliqués et subdivisés eux-mêmes en petit a, petit b, petit c, petit d. Mais en tout cas, 10 points pour vous donner, pour essayer de vous donner une vision de ce qui nous intéresse quand on travaille sur la sociologie des mobilités et des migrations. Premier point, il va être rapide, pour dire que c'est un domaine récent. La sociologie des mobilités, en tout cas, c'est un domaine récent qui a, on va dire, une trentaine d'années et plutôt, en fait, une vingtaine d'années. Alors pourquoi 20-30 ? 30 ans, les premiers travaux de John Urry. Il avait bien identifié, dès 1990, dès le tournant des années 90, cet objet, son importance, et il a formulé, dès les années 90, un certain nombre de propositions importantes. Mais pendant 10 ans, il va rester pas tout à fait seul à travailler la question, mais disons qu'il y aura peu de monde. Et puis, à partir des années 2000 et du tournant des années 2000, là on voit une question sociologie des mobilités et des migrations qui s'installe très solidement dans le panorama des sciences humaines et sociales, qui intéresse énormément de chercheurs et chercheuses bien installés, mais aussi de plus en plus de jeunes débutants, mais aussi beaucoup de doctorants. Et donc, on a cette courbe d'explosion de la thématique que l'on observe aujourd'hui sur beaucoup de domaines en sciences humaines et sociales. Hein. Ce n'est pas réservé à notre domaine. Vous savez, aujourd'hui, il y a des thématiques qui couvent pendant un moment, et puis après, nous sommes très nombreux désormais en sciences humaines et sociales. Donc en quelque sorte, quand des équipes nombreuses se saisissent d'une question, tout de suite, elles prennent une visibilité assez considérable. Et la sociologie des mobilités et des migrations, à partir de 2000, en Angleterre, ailleurs en Europe et en France, prend une visibilité véritablement considérable. De très nombreuses portes thématiques vont être ouvertes, de très nombreuses théories vont être élaborées sur la question. Voilà. Alors, bien évidemment, je vous dis, un début, lancement des recherches sur la question entre 1990 et 2000, mais la question du transport est en France bien installée depuis 1945. D'accord ? Mais en 1945, en 1950, c'est une thématique politique très forte, centrale, absolument centrale, dans la reconstruction du pays, mais la question est traitée par des économistes, des gestionnaires, des planificateurs et des ingénieurs. D'accord ? Pendant une trentaine d'années, pendant une cinquantaine d'années, de 1950 à 2000, la question transport et mobilité
c'est le domaine de l'ingénieur et de l'économiste. Parce qu'il faut construire les autoroutes, les voies de chemin de fer, on lance l'innovation du TGV, on balance partout les réseaux de la télévision, du téléphone, on construit les voitures, les routes, etc., etc. Donc on modernise les capacités mobilitaires du pays, mais c'est le domaine du planificateur, du gestionnaire, de l'économiste et de l'ingénieur. Les spécialistes des sciences humaines et sociales n'ont pas vraiment voix au chapitre. Et puis en 2000, en venant d'Angleterre, cette thématique s'impose et on va voir, j'y reviendrai dans d'autres points, on va voir se mettre en place un conflit dans les conceptions de ce qu'est la mobilité, conflit opposant les gestionnaires, les planificateurs et les professionnels des sciences humaines et sociales. Je synthétise ce premier point. La question du transport est bien sûr une vieille question en France et ailleurs, parce que c'est autour de ça que s'est construite la modernité, la modernisation de la France. Mais la problématique des mobilités n'a été prise en charge, prise en compte par les sciences humaines et sociales qu'à partir des années 2000 et dans des termes qui sont les nôtres, qui ne sont pas ceux des planificateurs. Deuxième point, mobilité, de quoi parle-t-on? Mobilité, de quoi parle-t-on? Mobilité, c'est un mot qui fait souvent l'objet de critiques, qui fait l'objet de réflexions sur le fait qu'il soit polysémique. C'est polysémique, la mobilité. Quand je dis mobilité, qu'est-ce que je dis? Je dis 1000 choses, bien évidemment. Je dis par exemple en France, traditionnellement, mobilité, sous-entendu, mobilité professionnelle. Les gens qui sont en bas de la hiérarchie dans des entreprises, privées ou publiques, et puis qui grimpent. C'est ça, traditionnellement, la mobilité. Ou alors, de manière aussi centrale en sciences humaines et sociales, on dit mobilité sociale. Et je pense que vous connaissez cette expression de mobilité sociale. Je suis fils d'ouvrier, je travaille, j'obtiens des diplômes et je me retrouve cadre. J'ai des enfants qui profiteront de mon argent, de mes relations, de mes diplômes et qui pourront devenir cadres supérieurs, etc., etc. Mobilité sociale ascendante, mobilité sociale descendante. La mobilité, c'est un mot qui est aussi polysémique en sociologie que famille. Quand je dis famille, à quoi est-ce que je fais référence? Quand je dis famille, je peux très bien faire référence à la réalité médiévale, par exemple, de la famille. Au Moyen-Âge, je sais pas, 12e, 13e, 14e siècle, quand on disait famille, eh bien, on faisait référence à monsieur, madame, un couple parental, les enfants, nombreux de ce couple, mais aussi les grands-parents qui vivaient dans la famille de leurs enfants, mais aussi des oncles, des tantes, veufs, veuves, vivant seuls, mais encore des domestiques qui vivaient dans la famille et qui faisaient partie de la famille, qui étaient considérés comme faisant partie de ce qu'à l'époque on appelait une famille. Aujourd'hui, la famille, ou plutôt au XIXe siècle, la famille, c'est devenu une réalité très particulière, très très fortement normée. La bonne famille, au XIXe siècle, c'est devenu monsieur, madame et 2 enfants. Voilà, c'est ça la bonne famille. La bonne famille bourgeoise du XIXe siècle, monsieur, madame et 2 enfants. Aujourd'hui, en 2020, une famille, c'est monsieur, 2 monsieur et un enfant,
adopté ou un enfant qui vient d'autre part. Voilà, c'est ça une famille. Vous voyez, hein, tous ces termes, ils sont très polysémiques et la mobilité, c'est un mot qui est très polysémique aussi. Alors, qu'est-ce qu'on met quand même dedans? Quand on dit mobilité, en fait, on peut faire référence à 4 sous-domaines de recherche. 4 sous-domaines de recherche. Là, je rentre un peu quand même dans le concret du travail des chercheurs de ce domaine mobilité et migration. Premier sous-domaine, premier objet possible de recherche, la mobilité résidentielle. La mobilité résidentielle. Voilà un domaine de recherche déjà plus précis, beaucoup moins polysémique, déjà moins problématique, un domaine qui a une réalité empirique assez forte. Mobilité résidentielle, cela veut dire, globalement, tous les mouvements, tous les déplacements que nous faisons les uns les autres entre 2 logements. La question des déménagements, par exemple. La manière dont les individus et dont les groupes sociaux déménagent. Il y a beaucoup de travaux sur cette question. Je vous invite à regarder dans la bibliographie le travail de Catherine Bonvalet. B-O-N-V-A-L-E-T. Catherine Bonvalet. C'est son domaine. La mobilité résidentielle, les déménagements que nous faisons tous en changeant de ville, de département, de région, de pays, en quittant le domicile parental, en prenant un premier logement tout seul d'étudiant, ensuite un autre logement avec un compagnon ou une compagne, et puis ensuite on trouve un job, et donc on déménage à nouveau, et puis on a un peu de fric, un peu plus de salaire avec le job, donc on déménage encore pour se prendre un nouveau logement un peu plus grand, et puis un enfant arrive avec la mise en couple, et avec la mise en couple, au deuxième enfant, on décide par exemple de déménager à nouveau pour aller s'installer dans une maison dans le périurbain, et puis, etc. Vous savez que dans la France des années 1960, les déménagements étaient extrêmement rares. C'est quelque chose qu'on peut mesurer de manière très sûre, notamment grâce aux registres fiscaux et donc aux registres électoraux. Mais aujourd'hui, les personnes qui déménagent 10 fois, 12 fois, 15 fois et plus dans leur vie ne sont absolument pas rares. D'accord ? Voilà, mobilité résidentielle. Et puis, dans ce champ de la mobilité résidentielle, il y a d'autres objets beaucoup plus récents, plus nouveaux, qui apparaissent et qui sont tout à fait passionnants aussi. Je veux en évoquer un ou deux. Le premier, c'est l'objet de la birésidentialité. La birésidentialité. La birésidentialité, ça désigne la situation de personnes qui ont 2 logements principaux. 2 logements principaux. Et j'insiste sur le 2 logements principaux. Ça n'est pas une maison principale et puis une maison secondaire, ou une maison principale et puis la maison des parents, ou une maison principale et puis une maison de vacances ou une maison de famille. Non, non. C'est la situation de gens qui ont 2 logements principaux. Typiquement, le cas de cadres, hommes ou femmes, bien sûr, qui ont leur famille, le conjoint ou la conjointe et les enfants, installés dans une maison, on va dire autour de Rennes, par exemple, propriétaires, ils sont propriétaires de la maison, et ils y sont installés depuis un moment, et les enfants sont scolarisés, le conjoint a un job sur place, donc tout le monde est bien ancré sur le territoire, mais le deuxième membre du couple se voit proposer un travail bien intéressant, bien payé, c'est une promotion, c'est une opportunité de carrière, mais cet emploi est proposé à Lyon, ou, je dis n'importe quoi, en Belgique, en Suisse, en Angleterre, un peu loin en tout cas, ou simplement à Paris.
il n'est pas question de déraciner toute la famille pour profiter de cette opportunité. Alors, le cadre, ou la cadre, va acheter un logement, petit bien sûr, un studio, un T1, dans la ville où il a son travail. Donc il est propriétaire de son deuxième logement et il va se l'approprier très fortement. Parce qu'il y passe toute la semaine, ou au moins 4 jours par semaine. Parce que il sait qu'il va ou elle va travailler 2 ans, 3 ans, 4 ans dans cette ville, dans cette nouvelle ville de travail. Et donc il faut pouvoir vivre convenablement. Et donc on a bien des gens qui ont 2 logements principaux. La birésidentialité, c'est quelque chose qui prend une assez grande importance aujourd'hui, plutôt dans les milieux cadres, et aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Voilà, quand on s'intéresse à la mobilité résidentielle, on peut s'intéresser à ça. On peut aussi s'intéresser à d'autres domaines qui sont vraiment très intéressants. La question des résidences secondaires. Il y a 3 millions de résidences secondaires en France. Et on voit apparaître, depuis 30 ans, des pratiques assez nouvelles, très intéressantes, de gens qui, là aussi, vivent à cheval sur 2 logements. Ils ont leur logement principal à Rennes, par exemple, et puis ils ont une résidence secondaire. Ce n'est pas une résidence principale, hein. Ils n'y sont pas toute l'année, mais une résidence secondaire qui se trouve sur la côte et dans laquelle ils vont passer régulièrement, année après année, notamment parce qu'ils sont retraités, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, parfois. D'accord ? Donc on a des gens qui sont résidentiellement partagés entre principal et secondaire, et ça donne lieu à des choses vraiment très singulières. Vous pouvez voir ça sur l'INSEE, le portail de recherche de l'INSEE. Il y a tout un ensemble de communes, notamment sur le littoral breton ou dans les Alpes, dans lesquelles 65, 70, 80% des maisons sont des maisons secondaires. Donc là, on a bien une nouvelle modalité d'existence résidentielle qui prend forme et qui pose tout un ensemble de nouvelles questions, tout un ensemble de nouveaux problèmes, notamment aux élus des communes désertes l'hiver et surinvesties de gens qui viennent s'installer pendant l'été en se revendiquant comme étant des propriétaires. Une ou deux dernières questions de recherche. Très bonne question de recherche pour vous, étudiants de licence 3. En sociologie, par exemple, la question de Airbnb. Ces nouvelles modalités de vie dans des villes, on est bien sur des nouvelles modalités de résidence. Hein, vous savez, vous louez, vous allez habiter chez quelqu'un d'autre 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, parfois l'été. Ça vous permet de visiter une ville, mais vous n'êtes pas le seul à faire ça. Et quand on compte le nombre de touristes qui viennent s'installer dans des logements qui ne sont pas les leurs à Paris en été, on découvre qu'il y a des réalités vraiment considérables. Il y a des populations très très importantes qui investissent la ville en venant d'ailleurs, en se logeant dans des logements courants, etc. Donc la question de Airbnb, elle est très intéressante. J'aimerais bien, moi, savoir, on a beaucoup d'informations sur Paris, parce que la mairie de Paris est montée au créneau. J'aimerais bien savoir, par exemple, ce qu'il en est sur une ville comme Rennes. Airbnb et Rennes, c'est une bonne question. Dernière question qui me traverse l'esprit, parce qu'à un moment, j'avais un petit peu regardé de quoi il retournait. Vous savez, dans une ville comme Rennes, on voit de plus en plus de résidences hôtelières. Alors, j'ai plus les noms, Citédia, par exemple, des noms comme ça. Hein, c'est-à-dire, ce ne sont pas des hôtels,
c'est pas Airbnb, c'est une formule intermédiaire dans laquelle on peut louer pour 2 jours, 3 jours, une chambre, un studio, dans une espèce de cité, de machin résidentiel, avec un concierge en bas, quelqu'un qui est capable de vous aider à résoudre tout un ensemble de problèmes. Donc ce n'est pas l'hôtel, ce n'est pas Airbnb, ce n'est pas une résidence secondaire, ce sont des nouvelles formules qui se développent absolument partout, dans toutes les villes et dans des proportions vraiment importantes, et qui permettent, pour l'essentiel, à des cadres et puis à des salariés divers et variés de venir passer un moment dans la ville un peu confortablement. Dans cette gamme de nouveaux produits, hein, vous le savez, il y a les hôtels Airbnb, il y a les hôtels Formule 1, il y a les B&B, il y a toute cette gamme d'hôtels très très peu chers, vides le week-end, mais suroccupés toutes les semaines, avec notamment les ouvriers qui travaillent sur des grands chantiers et qui sont logés à pas trop cher la semaine dans les hôtels. Donc vous voyez, il y a tout un ensemble, cette question résidentielle, il y a tout un ensemble d'objets comme ça qui sont très compliqués, très nouveaux, très intéressants et qui sont directement liés à la mise en mobilité de notre société. Donc quand on dit mobilité, on peut dire mobilité résidentielle. On peut dire aussi, bien évidemment, mobilité, on peut dire migration. Alors, pour la mobilité résidentielle, je vous donnais le nom de Catherine Bonvalet, c'est un grand nom de ce domaine en France. Si vous vous intéressez à la sociologie des migrations, spécialement, il y a énormément de travaux, mais vous pouvez notamment vous reporter aux travaux de Catherine Witold van Den. C'est vraiment quelqu'un de très connu sur le champ et qui produit des travaux de synthèse sur la question. Alors la sociologie des migrations, elle est intéressante, évidemment très intéressante, parce qu'elle a connu une amélioration de sa position statutaire. Je vais dire les choses comme ça de manière très compliquée. Ce que je veux dire par là, c'est que la sociologie des migrations, elle apparaît en France en 1960. Elle produit beaucoup de travaux, mais c'est à l'époque une sociologie mineure, dominée, absolument pas prestigieuse. C'est un objet, je ne vais pas dire méprisé, mais pour faire un raccourci, on va dire que sur toute la première partie de sa vie académique, en France, la sociologie des migrations est un objet méprisé. Pourquoi ? Vous le savez bien, et vous le comprenez tout de suite, parce que c'est une sociologie qui s'intéresse à une population relativement méprisée. Les travailleurs migrants. Sur les 30 Glorieuses, les gens qui viennent d'Afrique noire ou du Maghreb, débauchés par des entreprises françaises, qui viennent travailler comme ouvriers qualifiés dans l'industrie automobile notamment, mal payés, maltraités, et qui ont des vies souvent misérables, parce que des gens qui ne peuvent pas accéder au logement, alors qu'ils sont, entre guillemets, parqués, et on peut presque enlever les guillemets, parqués dans les foyers de travailleurs migrants, les foyers de la Sonacotra, qui fonctionnent presque parfois comme des casernes, des migrants, des travailleurs migrants qui, sur la période, n'ont pas le droit de faire venir leur famille, donc des gens qui vivent seuls en France, qui n'ont pas forcément toujours l'argent pour pouvoir retourner pendant un mois de vacances dans leur pays d'origine, etc. Donc des situations humaines très très difficiles et qui sont étudiées par des sociologues qui se trouvent en quelque sorte dans une situation académique de mise à la périphérie. D'accord ? Il y a un très beau livre sur cette question, je ne sais pas si je l'ai mis dans la biographie, je ne pense pas, sur la situation de ces travailleurs migrants,
un très beau livre dont le titre est la plus haute des solitudes. C'est un beau titre. La plus haute des solitudes. C'est un livre d'un auteur qui est devenu très connu, puisque c'est Tahar Ben Jelloun. Tahar Ben Jelloun, en 1975, en 1978, je ne me rappelle plus, il publie ce livre et il s'intéresse à ces travailleurs migrants qui vivent seuls dans des conditions très difficiles. Et il montre que certains deviennent fous et vivent dans des souffrances personnelles très très fortes. Et puis, plus récemment, eh bien, les migrations prennent un tour politique et géopolitique très très important. Les frontières se ferment, les États nationaux d'Europe ne veulent plus, ou alors à certaines conditions, des travailleurs migrants. Les frontières se ferment, les rideaux se baissent, et on découvre les premiers moments d'émigration clandestine, des gens qui traversent à pied, en camion, en pick-up, l'Afrique, Proche, Moyen-Orient, l'Europe de l'Est, et puis qui viennent buter sur les frontières, sur les barbelés qu'on voit à Ceuta et Melilla, par exemple, sur les frontières de l'Italie, sur les frontières de la Grèce, etc., etc. Et là, il y a une espèce de débat politique, celui que nous connaissons aujourd'hui, qui se construit, un débat humanitaire, un débat philosophique. Comment traiter cette question? Comment traiter la question des migrants clandestins, des gens qui fuient des situations difficiles chez eux, des guerres, des famines, des situations de misère, ou tout simplement des pays dans lesquels il n'y a aucun débouché, aucune perspective pour des jeunes, alors que les pyramides des âges sont très très écrasées, il y a énormément de jeunes gens. Donc comment est-ce qu'on fait pour traiter la question? Est-ce qu'il faut laisser passer? Comment? Pourquoi? Il y a plein d'intellectuels, notamment en France, je pense à Jacques Derrida, qui monte au créneau, qui pose la question de l'hospitalité comme objet de réflexion philosophique, ou alors on reparle de la question du cosmopolitisme. Et puis en vous disant ça, je pense aux années, fin des années 70, déjà, Sartre